Bien, bonjour et bienvenue dans les grands thémas de CIO, le monde informatique. Nous allons parler aujourd'hui, invité oblige, de sécurité, de cybersécurité, mais pas que. Nous allons aussi parler d'IA, de souveraineté. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Marc Boget, qui est général de corps d'armée. Vous êtes directeur de l'Agence du numérique des forces de sécurité intérieure, la NFSI. Auparavant, vous étiez auparavant directeur du ComCyberGend, qui est devenu le ComCyber MI. Qui s'est coupé en deux, en fait, qui a fait une partie est devenue le ComCyber du ministère de l'Intérieur, puisque le ministre Gérald Darmanin à l'époque avait choisi de se doter d'une structure ministérielle pour fixer la stratégie ministérielle pour l'ensemble du ministère. Mhm. Et puis une autre partie, l'unité nationale cyber, c'est toute la partie enquête, qui vient d'intégrer une très grosse unité de police judiciaire que Hubert Bonneau, notre directeur général, a décidé de créer, qui s'appelle l'unité nationale de police judiciaire, et qui va venir en appui des unités de terrain sur tous les gros dossiers de très haut niveau, que ce soit de la mafia, la criminalité organisée ou du cyber de haut niveau. Vous pouvez garder un petit peu vos acronymes. Ouais, je Alors, vais essayer d'éviter parce qu'on est quand même les champions. oui. Alors, entre-temps, vous avez été directeur de la stratégie digitale et technologique de la gendarmerie nationale. Et vous avez rejoint, c'est récent, là, c'est le 1er juillet. C'est le 1er juillet, j'ai pris la direction donc, de l'Agence du numérique des forces de sécurité intérieure, après avoir été pendant 2 ans, effectivement, directeur de la stratégie digitale et technologique auprès du DG. C'est-à-dire, en gros, m'occuper de tout le champ numérique pour la gendarmerie nationale. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que la NFSI? Date de création? Alors, la NFSI est l'héritière d'une lame de fond qui pour la gendarmerie, remonte au début des années 90, avec à l'époque la SDTI, la sous-direction des télécommunications et de l'informatique, Mhm. puisque les gendarmes, vous le savez, depuis très longtemps, travaillent cette filière numérique, ce volet numérique. On pourra y revenir. SDTI qui, au début des années 2010, a fusionné avec ce qui s'appelait le STSI à l'époque, côté police nationale, qui était un embryon de structure numérique côté police nationale pour former le STSI Carré, le service du traitement des systèmes d'information de la sécurité intérieure, qui s'occupait déjà de police et de gendarmerie. Et STSI Carré, qui à son tour a évolué en agence du numérique des forces de sécurité intérieure pour prendre la complétude de l'ensemble des systèmes d'information. Là, il faudra qu'on mette un petit lexique avec tous les termes. Mais Et c'est pour ça que je donne la signification à chaque fois. la signification, juste pour, en fait, si on devait résumer, c'est l'agence du numérique pour les gendarmes et Pour pour la faire très police. simple, Ouais. pour faire très simple et pour vos auditeurs, la NFSI, c'est la DSI de la police et de la gendarmerie. C'est une DSI commune. On a 300-400 projets vivants en stock. Voilà, un budget un peu conséquent. Et on a en charge, dans le cadre de la gouvernance ministérielle, mais on pourrait y revenir, mis en place par la DTNUM, la Direction de la transformation du numérique, on a en charge, et j'ai en charge, l'ensemble des sujets, des systèmes d'information pour la police et la gendarmerie nationale. Alors, vous êtes arrivé le 1er juillet, je dirais, quelle est votre feuille de route? Quels sont vos axes, prioritaires? Quelle est votre Alors, mission, générale? la première mission, pour être un peu taquin, elle est simple, c'est faire en sorte que ça marche. Mmh. Parce que ces systèmes d'information servent à la fois nos policiers et nos gendarmes, mais servent aussi nos concitoyens. Au final, c'est le citoyen qui C'est paye. le service qui est le service rendu. Après, quels sont les grands axes voilà, de la feuille de route de l'agence? Eh bien, sans être complètement exhaustif, on peut citer le passage au cloud. Mmh. Passage au cloud qui, et si vous souhaitez qu'on évoque à un moment donné la souveraineté numérique, on pourrait y revenir, parce qu'il s'accompagne d'un passage à tout ce qu'on appelle du DevSecOps, donc du développement agile sécurisé. C'est évidemment l'intelligence artificielle, c'est évidemment la sécurité de nos systèmes d'information, c'est la fin du réseau cuivre. Si ça vous parle, vous savez qu'en 2013, on a décrété la fin du réseau cuivre. Là, le réseau cuivre commence à être démonté. Ça veut dire que nous, il faut qu'on change toutes nos infrastructures parce que ces choix techniques ont des impacts organisationnels. C'est évidemment tous nos grands SI, et vous en doutez, nos systèmes d'information, on va
peu conséquent. On parle allez, aux alentours de 4000 serveurs. C'est anticiper l'arrivée du quantique. On pourra en parler si vous le souhaitez. Bref, au final, le cyber, évidemment. Beaucoup de chantiers prioritaires. Beaucoup de chantiers prioritaires. En fait, on retrouve un peu tous les volets Vous d'une retrouvez DSI, tous les volets d'une DSI. mais avec des systèmes qui sont quand même parfois bien critiques. En fait, c'est un peu qui peuvent être Alors, critiques ou avec des enjeux critiques. En fait, c'est une caractéristique des systèmes d'information des forces de sécurité intérieure. Et c'est comme ça qu'ils sont classifiés vis-à-vis de la CNIL, vis-à-vis de la loi, etc. Ce sont des fichiers qui sont des systèmes qui sont extrêmement sensibles. Pourquoi? Parce qu'ils manipulent de la donnée extrêmement sensible, qui sont de la donnée relative à nos concitoyens. Et vous allez souvent m'en entendre parler. Moi, je suis sur un TADOR qui est notre patrimoine de données qui est conséquent. Et à aucun moment, à aucun moment on doit venir pouvoir y accéder. Alors, vous parliez de Move to Cloud. Ça veut dire quoi le Move to Cloud pour la NFSI dans le cadre de la gendarmerie, des forces de police? C'est-à-dire quel est le cadre? Comme vous le dites, c'est impossible de ne pas parler de souveraineté ou d'indépendance technologique quand on parle de Move to Cloud. Donc, sur quoi vous vous appuyez? C'est-à-dire le programme Move to Cloud de la NFSI, c'est quoi? Alors, une des premières règles, et c'est pour ça que j'ai associé ça à la notion de souveraineté, et à la notion de données. J'ai un TADOR qui sont mes données, elles sont extrêmement sensibles. Il est donc hors de question, en étant vulgaire, qu'on me les pique. Donc, il est hors de question que ça soit l'extérieur. Il faut que je sois certain qu'on ne va pas pouvoir venir me pirater mes données. Et vous n'avez qu'à regarder, si vous suivez la presse, et je sais que vous le faites. On est oui, mais c'est-à-dire qu'on ne va pas chez des hyperscalers, ça reste dans un mode cloud privé. Jamais. C'est pour ça que lorsque il y a eu la directive interministérielle, c'était Elisabeth Borne qui avait sorti ça, Cloud au centre. 2 ministères se sont affichés comme ayant la volonté de faire un cloud on-premise, un cloud interne. Souvent, ça a été Bercy et le ministère de l'Intérieur. Et très clairement, alors on raisonne à chaque fois au regard de la donnée manipulée, mais alors sans être complètement affirmatif sur le chiffre, mais on est sur quelque chose comme 95% de mes systèmes d'information sont on-premise, 4,98% sont sur du Secnum Cloud, et puis 0,001% sont sur du cloud public, quoi. Et vous parliez tout à l'heure du DevSecOps. C'est-à-dire que c'est étroitement lié, vous faites du développement applicatif et en fait, vous êtes rentré dans une chaîne agile avec un mode de cloud privé, je dirais, dans un mode as a service. Vous en êtes où, là? Vous êtes au milieu du gué? On est au milieu du gué, on a encore du travail, parce que très clairement, faire du Move to Cloud, ça n'a, à mon sens, de sens que si l'on est sur des vraies applications cloud, c'est-à-dire des applications autoscalables, qui se dimensionnent, j'ai déjà utilisé certains franglais, qui se dimensionnent toutes seules en fonction de la charge. Si c'est pour aller louer simplement et faire de l'infrastructure as a service et louer des tenantes, il y a peu d'économies derrière. En tout cas, c'est ma vision. Donc, dans cette logique de Move to Cloud, en plus, on rentre dans une logique de vrai développement agile pour faire des vraies applications cloudifiées où, justement, on va pouvoir bénéficier de cet effet de masse sur les applications. Mais ça veut dire que, et c'est pour ça que c'est une action long terme, ça veut dire que ça bouscule tout notre modèle organisationnel, ça bouscule notre modèle de compétences, puisque typiquement, là où des exploitants, par exemple, qui étaient jusqu'à présent sur une logique de « je réceptionne une appli en pré-production, j'ai mes fiches de consignes et je les mets en production », et le modèle que l'on connaît actuellement, pour passer sur une logique de Move to Cloud avec des applications autoscalables, ça veut dire qu'il faut les intégrer dans des pizza teams, dans des équipes de réalisation avec du développement continu. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes profils, ça veut dire que ce n'est pas les mêmes processus organisationnels qui sont mis en place. Bref, il y a de gros changements. C'est une démarche entamée? Oui. Et c'est une démarche qui a été validée par le directeur général de la Gendarmerie nationale, pour ce qui concerne la GN, et par le directeur général de la Police nationale, parce que c'est des vraies mesures structurantes
et qui nécessite voilà, l'accord de mes deux chefs. Et vous êtes rentré dans un mode de modernisation applicative, c'est-à-dire peut-être d'applications qui ont été décommissionnées ou d'applications qui Vous l'avez bien compris, c'est pour ça que j'ai annoncé qu'il y en avait pour 8 à 10 ans. Parce que il est hors de question évidemment de faire le Big Bang déjà en termes de ressources humaines et financières, ça ne suivrait pas et puis ça n'aurait pas de sens. Mais par contre, au fur et à mesure que les applis sont décommissionnées parce qu'elles sont refaites, etc., c'est justement de basculer sur cette logique et donc à terme d'avoir une logique 100% d'appli cloudifiée pour pouvoir bénéficier de ces effets de masse. Pour avoir une agilité supplémentaire dans la mise en production, etc. Enfin, tous les avantages du cloud qu'on connaît. Je ne sais pas si vous pouvez en parler, mais du coup, si on revient sur le sujet souveraineté ou indépendance technologique, hormis la partie hébergement, c'est-à-dire sur quelle solution vous adaptez, un peu quelle est la politique de choix des éditeurs ou de choix des solutions internes? Alors, si on parle de souveraineté, à mon avis, il faut en dire plusieurs choses. La première chose, c'est pour moi, la souveraineté, c'est d'abord et avant tout une souveraineté des données. Je peux faire ce que je veux, prendre n'importe quel modèle, machin. Si je veux héberger mes données chez un hébergeur qui, si un jour ça se tend d'une façon ou d'une autre, etc., me coupe l'accès à mes données, en fait, je ne suis absolument pas autonome et absolument pas souverain. Donc on est plutôt sur les aspects de localisation, d'intégrité des données et de réversibilité, c'est-à-dire pour les récupérer. Pas que. C'est-à-dire que quand vous avez un hébergeur, même d'un pays ami, machin, etc., sait-on jamais ce qui va se passer par la suite. S'il a la possibilité de me couper les accès, etc., la réversibilité, je ne l'aurai pas parce qu'en fait, les données, je ne les aurai plus, j'y aurai plus accès. Et ça aura beau être sur n'importe quelle technologie, si jamais je n'ai pas le robinet pour y accéder, ça ne me fait pas grand-chose. C'est pour ça que nous, les données, et je vous le citais tout à l'heure, elles sont on-premise, chez moi. Parce qu'au moins, quand c'est chez moi, je maîtrise, je gère et c'est à moi. Alors, et c'est vraiment la logique qui a été faite au niveau ministériel avec la DTNUM dans le cadre du Cloud Pi, qui est le nom du cloud du ministère de l'Intérieur. C'est de dire, on doit maîtriser nos données. Je ne peux pas me permettre de les lâcher à quelqu'un qui, au besoin, peut soit me les pirater, les consulter sans que alors qu'ils n'ont pas le droit d'en connaître, soit de me fermer l'accès et que j'y ai plus accès. Ça veut dire que derrière, on a fait l'effort, et on fait l'effort au ministère de l'Intérieur, et évidemment au niveau des forces de sécurité intérieure, au niveau de la NFSI, pour être capable d'opérer en propre un autre cloud souverain, basé sur un certain nombre de technos, notamment open source, puisque vous le savez, la gendarmerie a une longue histoire avec l'open source. On est conscient que, et je le dis très, très, très simplement, on n'aura jamais un cloud aussi up-to-date que le dernier cloud de Google, Amazon, Microsoft, etc. Mais quand on regarde bien, je suis à peu près persuadé qu'on n'a peut-être pas forcément toujours besoin de la toute dernière fonctionnalité qui vient de sortir, etc. Vous savez, quand on y réfléchit. Et en tout cas, ce sont des technos qu'on maîtrise, hautement résilientes, sur plusieurs sites. On essaie de faire les choses un peu bien. On a plusieurs régions. On est en train d'en construire une troisième hautement résiliente exploitée par les gendarmes. L'idée étant de garder les clés du camion. Faut être, Et les acteurs de cloud souverain alors, qui se montent, là, qui commencent à se positionner, à sortir des offres, qui peuvent être à base de solutions US parfois, mais qui se positionnent comme acteurs de cloud souverain. Pour certains, certifiés SecNum Cloud, quoi. Ça peut être une option. Peut-être alors, c'est une option qu'on ne rejette pas, qu'on va garder en débordement pour les données moins sensibles. Mais, vous savez, les policiers et les gendarmes, les données, c'est vraiment leur trésor. Je pense souvent à l'image du dragon qui garde son tas d'or. Les données, ça concerne les gens, ça concerne nos concitoyens. Il est hors de question que ça sorte à l'extérieur. Et on est plutôt pour le moment, assez content de voir qu'on ne s'est jamais fait pirater, quoi. Alors si, touchons du bois, sur la partie modernisation applicative, si on prend justement tous ces enjeux d'application, je ne sais pas quelles grandes applications sont actuellement en train de moderniser. Il y a aussi le volet IA.
d'applications IA. C'est un sujet dont vous avez déjà parlé, qui Oui. vous intéressait. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur l'IA? Si on prend au-delà du buzz qu'il y a depuis là maintenant plus de 2 ans, là, 2 ans et demi sur l'IA générative, qu'est-ce que concrètement vous Alors, intégrez comme IA très, aujourd'hui? alors, très concrètement, j'ai au niveau de l'agence un data lab avec une vingtaine d'experts un peu efficaces techniquement. Mhm. Euh, et on a centralisé l'ensemble de nos ressources pour avoir une force de frappe un peu conséquente. Rien qu'en gendarmerie, on a identifié à peu près 130 cas d'usage. On en est à peu près une soixantaine développés. Mais quoi, par exemple, qu'est-ce que vous Alors faites? justement, si je vous donne un exemple très concret. Mhm. On a commencé avec les trucs qui ont été généralisés au plan national, par exemple, du speech to text pour les auditions Mélanie. Alors dit comme ça veut à peu près rien dire. Les auditions Mélanie, c'est l'audition de mineurs victimes. Mhm. Quand un mineur, par exemple, de fait sexuellement répréhensible, vient et qu'il faut qu'on obtienne des informations de ce qui s'est passé pour avancer dans l'enquête, vous doutez bien que on n'est pas sur le modèle du gendarme derrière le PC et puis le mineur assis sur la chaise en face. Ça se fait par des personnels spécialement formés, dans des locaux spécialement formés, adaptés aux enfants pour les mettre en confiance, etc. Et c'est beaucoup plus une discussion à bâton rompu avec un enquêteur chevronné qui, au travers de cette discussion, va essayer de comprendre ce qui s'est passé avec l'enfant et d'arriver à le faire parler. Surtout qu'il y a des fois, c'est des enfants qui sont très bas âge. Mhm. Donc il faut extraire un peu toute Alors, et la loi, synthétiser, d'extraire, non? non, non, Mhm. non, non. La loi française, et le droit français est très clair, c'est un droit écrit. Mhm. Donc derrière, qu'est-ce qui se passait jusqu'à présent? Tout ça a été enregistré évidemment en vidéo, et puis après, vous aviez un enquêteur qui retapait, retranscrivait tout ce que l'enquêteur et l'enfant avaient dit, puisque c'est une obligation légale. Grosso modo, 1 heure d'audition, 8 heures de retranscription, Mhm. à peu près. Vous en C'est lourd. comprenez, c'est lourd. Et bien, on leur a mis, les experts du Data Lab ont développé pour la police et la gendarmerie, puisque les deux font ça, des moteurs d'IA. Vous récupérez la vidéo, vous poussez la vidéo, ça mouline, ça vous retranscrit le texte. Gain à entre 1x2 et 1x4 sur le temps passé. Mhm. Donc, évidemment, gros gain en termes de nombre d'heures passées, ce qui permet d'avoir des enquêteurs qu'on peut mettre sur autre chose, Dégager de la ressource. dégager de la ressource, approfondir l'enquête, aller plus vite, enfin voilà. Je reviens sur mes aspects de souveraineté et sur les aspects des solutions là, qui sont employées, par Tout exemple, ça le open speech source. to speech, c'est de l'open source et du développement interne. Ouais. D'accord. Et en fait, est-ce qu'on va aussi vers des forces de sécurité augmentées? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses augmentées, enfin aujourd'hui on voit les lunettes, les Google Lens avec des lunettes Oui. augmentées, des choses, est-ce qu'il y a des choses je dirais sur des modes embarqués dans les véhicules, Alors, sur les personnes, sur les agents, vers des forces de sécurité augmentées? C'est des choses que vous testez ou pas? ça fait partie des choses qu'on teste. Mmh. Parler des Google Lens, on les a testés, etc. Parce que ça peut permettre d'amener de l'information supplémentaire pour les enquêteurs, ou on leur permettre de se focaliser sur tel ou tel élément. Mais là-dessus, il y a quelque chose sur lequel dont nous sommes extrêmement respectueux, c'est le cadre réglementaire. Parce qu'on manipule de la donnée extrêmement sensible, tous nos systèmes sont tous déclarés à la CNIL. Très souvent, c'est suivi d'un décret en Conseil d'État, donc on a une phase d'observation par les autorités de contrôle, et c'est normal, importante. Et donc, toutes ces possibilités, ces éventualités, etc., on les teste pour surtout ne pas être pris au dépourvu si le Parlement décide de telle ou telle évolution légale. Mmh. Mais par contre, hors de question de déployer ça si le cadre réglementaire n'est pas là. Ouais, vous restez dans le cadre réglementaire. C'est mieux quand même pour des soldats de la loi, c'est mieux, quoi. Tout ce qui est investigation, par exemple, c'est aussi des choses que vous regardez? Je parle par exemple d'exploitation de sources ouvertes, d'OSINT ou de dire d'aller utiliser des outils
justement pour sniffer, identifier, projeter, Alors, plus opérationnel, je dirais? vous le savez, comme moi, tout dépend du cadre réglementaire. Vous êtes dans un cadre judiciaire, le magistrat peut vous autoriser à faire un certain nombre de choses et on travaille beaucoup, y compris en partenariat avec, les services spécialisés de l'Est ou de l'Ouest parisien. Mmh. Vous le savez, il y a une mission parlementaire en cours, pour la réflexion autour de l'OSINT sur tout ce qui est administratif, c'est-à-dire dans un cadre, de pure recherche de renseignement. Puisque typiquement, nous avons actuellement une difficulté, je peux illustrer de façon très concrète. Heu, Vous êtes au courant qu'un leak qui contient des mots de passe, des noms et des mots de passe et cetera, se trouve à tel endroit. Mmh. Si vous allez télécharger ce fichier, alors que vous savez que c'est de la donnée dérobée, Oui. eh bien, vous êtes Faute coupable de de recel. recel. Ouais. Oui, c'est la loi. Mmh. Or pourtant, pour savoir ce qu'il y a dedans, ben, faut bien que vous le récupériez. Mais si vous le récupérez dans un cadre administratif, en théorie, c'est pour ça que ça pose un certain nombre de difficultés, voilà, et qu'il faut éclaircir et poser ça proprement, parce que, telle que la loi est actuellement écrite, c'est du recel et vous êtes coupable de recel. Mmh. En fait, vous utilisez, vous avez combien de tests ou d'applications IA en ce moment? Enfin, si vous donniez un chiffre, c'est-à-dire il y a un engouement autour de sujets de Oui, l'IA alors, ou? ben, si la question c'est est-ce que, la gendarmerie, comme la police, cherche à développer l'intelligence artificielle, la réponse est évidemment oui. Mmh. Hem, Parce que ça peut être un gain de temps, parce que ça peut être un gain d'efficience et cetera. Il y a, néanmoins un point d'attention très particulier, c'est notre côté, très précis notamment dans un cadre judiciaire. On est très, très attentif aux hallucinations de l'IA. Mmh. Je vais vous donner un cas concret, qui va vraiment illustrer le sujet. Il y a maintenant 2 ans, je dis au Data Lab: «Les gars, on a un vrai sujet, heu, c'est de faire de la synthèse automatique». Vous savez qu'on trouve, très fréquemment maintenant sur internet. Mmh. Faire de la synthèse automatique de procédures, ça permettrait d'avoir rapidement une synthèse d'une procédure en cours quand un enquêteur A veut le passer à un enquêteur B. Mmh. Ça paraît, frapper au coin du bon sens. Voilà, il développe le truc, machin, et cetera et puis, eh bien, allons-y, testons et pour ça, on prend une procédure dont on avait eu l'autorisation par le magistrat de l'utiliser, qu'on connaît bien. Je peux vous synthétiser de la façon suivante. C'est un père qui vient, dans l'après-midi dans une brigade pour signaler que sa fille a disparu et il raconte dans son audition, sa fille qui est en 4e, et il raconte dans l'audition qu'en fait, ils se sont engueulés la veille au soir. Sa fille est partie, dans sa chambre en claquant la porte. Le lendemain matin, elle est partie bosser et là, il revient et la fille n'est pas à la maison. Situation qui n'est malheureusement pas, complètement anecdotique et Assez fréquente. assez fréquente. On le passe dans l'IA et l'IA nous fait un résumé, bah, les gars avaient bien développé, il nous fait un résumé, extrêmement propre, de ce qui s'est passé. Sauf que l'IA fait 2 erreurs. La première, elle dit que la fille a 14 ans. Alors quand vous réfléchissez bien, 3e ou 4e, 14 ans, c'est tout sauf déconnant. Mmh. Pardon, c'est tout sauf absurde. On avait compris. Sauf que en droit, l'âge, c'est un phénomène, enfin c'est une donnée importante. Quand vous avez moins de 15 ans, c'est pas comme si vous 14 ans et 11 mois, c'est pas pareil que 15 ans et 1 mois. Elle l'a supposé, c'est. Elle a supposé qu'elle avait 14 ans. Mmh. À aucun moment dans la procédure, il est dit qu'elle a 14 ans. Il est dit qu'elle est en 4e, mais on ne sait pas quel âge elle a. Ensuite, elle dit que, le père vient déclarer la fugue de sa fille. À aucun moment, le père vient déclarer la fugue de sa fille. Il dit juste: «Moi, quand je suis rentré, ma fille est pas là et on s'est engueulé la veille au soir». Mmh. La fugue est une des hypothèses possibles, mais c'est malheureusement pas la seule. Mmh. Il se trouve que dans le cas présent, c'était effectivement une fugue et que tout s'est bien fini, je vous rassure. On a retrouvé la fille en question et
Elle vit, ma foi, très bien avec ses parents et qu'elle s'est évidemment rabibochée. Mais quand on synthétise la procédure, à aucun moment, on sait que c'est une fugue. C'est une des pistes, mais ça peut être malheureusement un enlèvement, ça peut être un accident, et toutes les pistes doivent être ouvertes. Et vous voyez, typiquement, Voyons. si je donne cette synthèse à un enquêteur B, je risque d'amener un biais à l'enquêteur B qui va dire « Ok, on part sur une gamine de 14 ans, machin, etc., et on part sur une fugue. » Alors qu'en fait, au moment où on lui passe, il doit conserver son ouverture d'esprit et se dire « Attends, je suis sur quel type de mineur, quelles sont mes pistes d'enquête possibles ?» et puis fermer les portes au fur et à mesure pour arriver à la retrouver. Donc toujours douter, toujours avoir le regard humain, quoi. Toujours. Le contrôle humain, c'est fondamental. Et pour la petite histoire, l'outil de synthèse automatique qui est développé n'est toujours pas déployé. N'est toujours pas déployé. Est-ce qu'il y a du shadow IT à la gendarmerie? Alors, Shadow IA, je dirais, est-ce que c'est encore possible ou tout est verrouillé? C'est-à-dire que la tentation est grande d'aller prendre des produits, des solutions sur étagère qui peuvent être très efficaces pour des forces de police ou de gendarmerie qui se disent, bon voilà, j'ai besoin d'aide à un moment donné, je vais aller consommer un peu sur étagère alors, des solutions clés en main, quoi. c'est relativement difficile chez nous. Pourquoi? Mm. Un, notre poste de travail est entièrement maîtrisé. Un utilisateur n'a pas les droits sur le poste de travail, c'est un poste sous Linux, vous êtes un utilisateur lambda. Tous les accès à nos systèmes d'information sont tous authentifiés et on passe par un web SSO devant pour accéder à nos systèmes d'information. Donc, quelqu'un qui voudrait utiliser les logiciels sur étagère ne pourrait pas les installer sur le poste de travail ou ne pourrait pas y avoir accès. Maintenant, la question, c'est est-ce que certains vont sur Internet pour C'est utiliser encore possible avec tel les outil? outils personnels, par exemple. Oui. Oui. Oui, comme tout le monde. Maintenant, mon boulot, c'est justement, avec les directions métiers qui expriment le besoin, l'idée, c'est pas de tout fermer, c'est de donner des outils, parce que les gendarmes ont bien cette notion de je ne laisse pas partir mes données, enfin, le droit d'en connaître, c'est quelque chose qui est éduqué tout petit. Donc, le boulot de l'administration centrale, c'est vraiment de se dire les besoins, c'est quoi? C'est pour ça qu'on est très plugué avec le terrain, on a des groupes d'utilisateurs et on a une chaîne SIC, pardon, une chaîne système d'information qui descend très très bas dans le terrain justement. On a des mécanismes de remontée d'innovation, d'idées qui reviennent du terrain. Le processus d'idéation, en fait. Ah oui, oui. Ouais. Enfin, vous pourrez On nous en parler plus tard. on peut développer. Mais Et l'objectif, c'est ça, c'est d'arriver à détecter au plus vite ces besoins pour arriver et c'est une obsession chez nous, pour arriver à mettre en place les outils permettant aux gendarmes de travailler et de répondre à leurs besoins opérationnels pour justement pouvoir sereinement et sans être des ayatollahs absurdes, leur dire bah non, ceux-là, vous n'avez pas le droit de les utiliser parce que vous avez aussi bien à la maison. vous me faites penser à un sujet que je pense que vous êtes en train de mettre en place, c'est le zéro trust, quoi. C'est des sujets qui font partie un peu de vos Alors, chantiers. Sur la partie cyber, en fait, quels sont un peu enfin, vous parliez de c'est un de vos chantiers. Déjà, j'imagine que vous pouvez être la cible de tous les acteurs du cybercrime, hein, aussi bien, les criminels que bah, les activistes, c'est le enfin, vous principe. réunissez vous faites Ah. converger toutes les menaces, quoi, en fait. Bah, c'est le principe. À Mmh. partir du moment, plus vous êtes bon dans la lutte contre la cybercriminalité, dans la chasse aux voleurs, plus vous êtes une cible intéressante à accrocher à un tableau de chasse. Et donc, mieux il faut se protéger pour justement éviter que ça arrive. Mmh. Il se trouve que voilà, dans le cyber, les enquêteurs, police comme gendarmerie, est plutôt reconnu au plan international. Et donc, oui, évidemment, on est une cible intéressante. Et en plus, on a toujours ce patrimoine de données voilà, qu'on protège jalousement. Et donc, c'est pour ça qu'on a des systèmes de sécurité un peu sérieux à mettre devant. Sans rien dévoiler, vu votre passé, vous avez quand même, le cyber un peu dans votre ADN. Oui. Est-ce que vous insufflez, je ne sais pas, un nouvel esprit ou une nouvelle culture cyber au sein de la NFSI, ce qui est une philosophie, Marc Bourget, là, aujourd'hui, sur le sujet cyber, en disant, voilà, on va Alors, sans tout révolutionner, mais dire, voilà, mon état d'esprit, celui-là. voilà, j'ai pas la prétention de mettre en place un état d'esprit particulier, Marc Boget. J'espère tirer la maison voilà, dans une direction, notamment sur la sécurité,
dans une direction qui peut permettre d'être plus efficace. Mais voilà, j'ai une douzaine de grands chantiers. La sécurité en est un. Voilà, où j'ai quelques idées à mettre en œuvre. Et tous les aspects de résilience et tout, enfin de continuité d'activité, tout ça De fait. continuité d'activité, de résilience, de data center, voilà, d'infrastructures sur lesquelles on a des choses à faire. Vous avez parlé du zéro trust, de mécanismes de détection des signaux faibles, voilà, où il y a des choses à faire. Enfin, c'est une DSI. Voilà, moi, j'ai une chance, c'est que voilà, les 528, 38 personnes de personnel de la NFSI, et en étant très chauvin, comme plutôt l'ensemble des policiers et des gendarmes, voilà, on est quand même tous motivés pour, voilà, dans un sens du service qui permet de faire des choses un peu sympas, quoi. Si on revient sur le volet IA, c'était, je pense à l'acculturation au niveau de la sécurité, mais la sécurité, ça fait un peu partie des gènes de la gendarmerie, des forces de police. Mais l'IA, par exemple, c'est des choses que, là, vous en parliez tout à l'heure, il faut encore sensibiliser, en sensibiliser sur les risques liés à l'IA, acculturer pour dire, bah, voilà, il faut balayer le buzz et dire on peut bah, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'IA, de peur et beaucoup d'espoir et de promesses. Il y a aussi tout un volet, ça fait partie de vos chantiers, je dirais, Oui, on a d'acculturation mis en sur ces place, sujets. oui, on a mis en place, alors côté gendarmerie, une coordinatrice, puisque c'est une officière féminine, coordinatrice opérationnelle de l'IA justement, qui a aussi ça dans son escarcelle. Alors, est-ce qu'il y a des peurs sur l'IA? Pas vraiment. Mmh. Euh, Des fantasmes? Beaucoup des de promesses? fantasmes et des Mmh. promesses, beaucoup, mais comme, je dirais, comme tout le monde, voilà, comme l'ensemble de la société, où on a tendance dès qu'il y a une difficulté, à dire, bon, il suffit de mettre de l'IA et ça va la régler. Des attentes, évidemment, comme l'ensemble de la société. Mais là, encore une fois, voilà, on a en police et en gendarmerie une facilité qui est cette notion de sensibilité de la donnée. Voilà, c'est quelque chose qui est bien ancré. Donc, quand Mmh. on leur dit, les gars, on fait pas n'importe quoi, et patientez, ça arrive, machin, etc., c'est un discours qui s'entend. Mmh. Et si on revient sur le volet cyber, enfin, votre rôle s'arrête aux citoyens. C'est-à-dire à partir du moment où on touche des problématiques cyber au sein des citoyens, des entreprises, vous passez le relais à d'autres entités. Alors, Comment ça marche? petit, voilà, petit retour en arrière de mes affectations précédentes. Dans le cyber, c'est assez simple. Vous avez d'un côté le ministère de l'Intérieur, lui, il fait de la lutte contre la cybercriminalité, de la chasse aux voleurs. Mmh. Pour la petite histoire, vous avez une Minarme qui, lui, est le ComCyber Ministère des Armées. des armées, qui, lui, va faire de la lutte offensive cyber dans le cadre d'actions de l'État français face à d'autres États, De la cyberguerre. la cyberguerre. Vous avez l'ANSSI, structure interministérielle rattachée au Premier ministre, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, pour éviter l'acronyme, qui, elle, va donner la stratégie globale cyber et qui va intervenir notamment quand des États vont chercher à faire des attaques cyber contre l'État français ou contre des OIV, des opérateurs d'importance vitale. Même, ça vient de changer de nom, les opérateurs de sûreté essentielle. Enfin, c'est la même idée. Voilà, pour les aider en cas d'attaque. Pour répondre à votre question, où s'arrête l'action des forces de l'ordre? L'action évidente, c'est une victime se fait hacker, elle porte plainte, on intervient. Mmh. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Quand on regarde bien les hackers, schématiquement, on pouvait les rentrer en 3 groupes. Les hackers du très très haut du spectre, ceux qui sont les plus chevronnés, les meilleurs techniquement, pour lesquels il faut qu'on ait en face des experts de haut niveau capables de les bloquer, des personnels qu'on forme, avec une coopération internationale extrêmement forte. Vous avez à l'inverse, en dessous, des hackers moins chevronnés, mais qui vont aller à la cour, ou qui vont aller aux courses avant de mener leur attaque, c'est-à-dire qu'ils vont aller acheter une vulnérabilité et des outils qui vont avec à quelqu'un du haut du spectre, ils vont aller acheter de la puissance de blanchiment à un autre, de la puissance de calcul, puis vont mener leur attaque. On assiste vraiment à des places de marché, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle du ransomware as a service en franglais.
Et puis, vous avez les hackers du bas du spectre, qui, eux, sont sur des butins bien moindres, c'est toutes les vagues de phishing, mais qui font de la délinquance de masse, c'est-à-dire un grand nombre de victimes. Mmh. Et pour cela, la réponse ne peut pas être que judiciaire, parce qu'il y en a une partie qui va se faire voilà, straffer au niveau du ministère de la Justice parce que le volume est trop gros. Et donc, si la réponse n'est pas que judiciaire, la réponse est dans la prévention. Si je ne peux pas aller chercher tous les voleurs parce qu'il y en a trop, eh ben, il faut que je m'arrange pour que les victimes essayent de ne pas être victimes et ne se fassent pas attraper. Et donc, les forces de l'ordre, gendarmerie comme police, travaillent aussi beaucoup en prévention, en action préventive vis-à-vis des victimes potentielles. Et les victimes potentielles, c'est qui? C'est les forces vives de notre pays, nos concitoyens évidemment, pour tout ce qui est action de masse sur la population, mais c'est aussi nos entreprises, et notamment les TPE, les petites et moyennes entreprises, les PME, parce que les gros sont des structures internes, etc., et ils s'auto-alimentent plutôt tout seuls, mais toutes les PME n'ont rien, donc les forces de l'ordre viennent en appui pour les conseiller, les guider, etc. Et puis enfin, les collectivités locales et les établissements publics, qu'il ne faut pas oublier, parce que eux, ils sont aussi assis sur un tas d'or que sont les données d'état civil. Mmh. Et donc les forces de l'ordre, gendarmerie comme police, on vient, alors c'est un vrai cheval de bataille pour les gendarmes, on a plus de 10 000 cyber-enquêteurs, c'est pas pour rien, pour justement venir en appui, en action préalable de vis-à-vis de ces victimes potentielles pour essayer de faire en sorte qu'elles ne soient pas victimes. Il y a une grande coopération européenne entre les différents acteurs côté comme Cybermi, MI. Est-ce que c'est la même chose côté NFSI? C'est-à-dire, est-ce que vous allez voir vous enrichir les uns les autres avec ce que font les DSI des forces sûr. de sécurité Alors- intérieure des autres pays pour aller un peu prendre les bonnes pratiques, les bons outils, les bonnes organisations, les bons process? Est-ce que vous continuez Alors, un peu, je dirais, cette coopération européenne à votre évidemment, niveau? alors, petite précision, vous parlez de coopération européenne, en fait, c'est une coopération clairement mondiale et clairement internationale. Le ComCyberMI a un certain nombre de liens partenariaux. Les enquêteurs de l'UNC, l'unité nationale de cyber, intégrée dans l'unité nationale de police judiciaire, sont très clairement en permanence internationale. C'est quand j'étais au ComCyberGente, je faisais en moyenne 16 réunions, enfin mes enquêteurs et moi, on faisait en moyenne 16 réunions par mois à l'international, de l'Australie au Canada, en passant par le Japon, le pays d'Afrique, le pays d'Europe évidemment, les États-Unis évidemment, l'Amérique du Sud, etc. etc. Donc dans le cyber, la coopération, c'est vraiment un maître mot. Et bien avec la NFSI, c'est exactement pareil. Coopération avec les autres acteurs, les autres DSI étatiques. Et pour ça, on s'inscrit dans toute une logique collaborative avec les différentes DNUM ministérielles, la DINUM interministérielle. Mais c'est aussi une logique collaborative avec les autres pays. Vous voyez, dans quelques semaines, je pars dans un pays européen pour voir un point très particulier qu'ils ont fait qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des pays particulièrement inspirants ou qui sont en avance, ou alors vous êtes l'inspiration? Non. Est-ce qu'il y a des choses, alors on peut prendre des bonnes pratiques partout, mais est-ce qu'il y a des pays particulièrement en avance de phase? On a tous, après on peut tous avoir les chevilles qui gonflent et dire c'est nous les meilleurs, etc. Ça dépend des domaines, ça dépend des sujets, etc. Et on a tous à s'inspirer les uns des autres. La preuve, c'est que, vous voyez, je vous disais, dans 15 jours, je vais dans un pays européen pour voir un point précis au plan technique et je les accueille en retour 15 jours après parce qu'ils viennent voir chez moi des choses qui les intéressent. Honnêtement, tout le monde a... on a une spécificité qui est plutôt regardée, pour le coup, c'est vraiment la gendarmerie, qui est plutôt regardée pour certains avec curiosité, pour d'autres avec envie, c'est la façon dont nous avons réussi le passage à Linux et au monde libre, parce qu'évidemment, c'est générateur. Et puis ça, C'est générateur. parler de souveraineté, c'est quand même un générateur des leviers de souveraineté. Voilà, très clairement. Alors, tous ces grands chantiers, je vous parlais de modernisation du système d'information, modernisation applicative, move to cloud, le volet cyber et le volet IA demandent de la ressource. On ne va pas parler de la ressource financière, je pense que vous n'allez pas en parler, mais de la ressource, je dirais, humaine déjà. Est-ce que, d'une part, qu'est-ce qui
vous manque comme compétence aujourd'hui? Ça peut être un appel au talent. Mmh. Qu'est-ce que sur de quoi vous avez besoin? Vous parliez du Data Lab, là, par exemple, avec des experts autour de la Ouais. data et de l'IA. Est-ce que vous arrivez à attirer ces talents? Est-ce que le prestige de l'uniforme, ça fonctionne? Ou les salaires? Enfin bref, qu'est-ce qui vous manque Ah, je vous aujourd'hui? rassure, rassurez-vous, les salaires, c'est évidemment toujours le critère numéro un qui fait que tout le monde se presse au portillon. Mmh. Je plaisante. Non, la gendarmerie, ça fait 30 ans qu'on travaille sur Cette cette problématique. gestion de filière SIC, cette formation. C'est quelque chose voilà, qu'on a un peu rodé. Tous les ans, on envoie des experts, officiers comme sous-officiers en formation de très haut niveau. On essaie toujours d'anticiper les besoins de demain pour avoir les gens formés au bon moment, etc. Donc, cette notion de filière SIC que l'on travaille en profondeur et sur plusieurs C'est années, pas nouveau, donner de la c'est un visibilité. travail, Ça fait de 30 long ans, terme, donc voilà, bon, on de fond. commence à avoir un peu quelques points de repère. Euh, Aujourd'hui, quels sont alors, on a un sujet les sujets? très clair qui est, ou une équation très claire à résoudre, qui est on pourrait penser que plus je forme mes personnels, plus ils sont bankable à l'extérieur et plus j'ai de la fuite Mmh. vers l'extérieur. En fait, et c'est le cas à la NFSI, c'était le cas dans le cyber, vous savez, quand vous avez un capitaine qui est payé, allez, un jeune capitaine, 3 000 € à peu près par mois, et que vous avez un GAFAM qui lui dit combien chez moi, c'est 30 000 par mois. Ah. Vous voyez bien que le salaire n'est jamais un critère sur lequel on peut s'aligner. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur autre chose. La visibilité, le sens de la mission, vous savez, le levier selon lequel qu'est-ce que je viens faire le matin, pourquoi je me lève le matin, pourquoi je bosse, et le sentiment de faire quelque chose d'utile pour les gens, eh ben, c'est quelque chose qui marche quand on le travaille bien. La preuve, pour la petite histoire, le capitaine en question est resté et toujours gendarme. Mmh. Donc voilà, il y a vraiment un très gros travail de fond qui est fait là-dessus. Après, le fait que l'on maîtrise, qu'on soit sur de l'open source, on n'a jamais donné les clés du camion. On va pouvoir aller chercher de la ressource extérieure, y compris par des prestataires, etc., pour venir se renforcer quand on n'a pas assez de ressources en interne. Mais à aucun moment, sur aucun projet, ça fait quand même maintenant quelques années, mon hôtesse Mécheverie, qu'on n'a jamais donné les clés du camion à un prestataire extérieur. Enfin, jamais. C'est toujours un truc, à minima, co-construit avec une ressource interne, de façon à toujours garder la main. Donc vous recherchez un peu des compétences un peu à tous les niveaux, quoi. Donc on va chercher des compétences à tous les niveaux. On a une chance, c'est qu'on a une réserve en gendarmerie, presque 40 000 réservistes. Mmh. Il y en a un certain nombre, vous en doutez, qui ont des compétences et cyber et SIC de haut niveau, et qui sont plutôt fléchés pour travailler soit avec la partie cyber, soit avec la partie SIC. Oui, j'avais Et vous tout à parliez au début de cette interview du quantique, c'est des choses sur lesquelles vous, réfléchissez, enfin plus que réfléchir, c'est On fait plus que réfléchir, vous voyez, en termes d'anticipation. Moi, j'ai déjà un coffrac avec un doctorant qui travaille sur le sujet, un thésard qui est en train de passer sa thèse sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des pays de l'Est, sans les citer, qui font du store now, decrypt later. Ils stockent actuellement de la donnée, ouais, pour le chiffrée, parce qu'ils savent que dès que va arriver le quantique, ouais, ça vient après. ça va leur servir à casser. Donc on a déjà anticipé, on sait déjà mettre en place toute une infrastructure de gestion de clés pour générer les certificats post-quantiques. On est au plus près avec les industriels pour certains boîtiers de chiffrement, voilà, enfin, voilà, qu'il faut. Et là, si vous avez suivi le SSL 3.5 qui vient d'intégrer les fameux algorithmes post-quantiques est sorti, je crois, au mois de juin. Et mes équipes sont dessus justement pour voir comment est-ce qu'on l'intègre, comment est-ce que, et quel impact ça a sur nos systèmes d'information, et sur nos réseaux, puisque bien évidemment, la NFSI, en plus de faire tous les systèmes d'information, fait aussi toute la partie télécommunication. Mmh. Or, ces algorithmes post-quantiques, pour rentrer un peu dans les détails, génèrent beaucoup plus de flux réseau, puisque les trames sont beaucoup plus longues. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir un impact sur le débit réseau, et qu'il va falloir anticiper pour qu'il n'y ait pas de baisse de qualité de service, etc., etc. À vous écouter, une question me vient, vous avez quelle formation à l'origine, générale?
J'ai été recruté sur titre il y a maintenant quelques années, parce que je travaillais dans le privé, je travaillais chez Schlumberger pour faire un peu de publicité, où j'étais administrateur réseau, administrateur système à l'époque, et je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur spécialisé en informatique industrielle et d'un master de l'École centrale Paris. Très bien, parce qu'on voit à votre discours que ça fait partie comme de numérique, c'est votre ADN. Juste dernière question pour conclure un peu cette interview. Je ne le fais pas avec tous les invités, mais je vous propose de le faire. Si vous deviez vous regarder dans un miroir et vous poser une question, la question qu'on ne vous pose pas ou que vous aimeriez qu'on vous pose, quelle serait cette question? Alors, déjà, me regarder dans la glace, c'est plutôt une action que Bah, vous en faites votre propre intervieweur. voilà, tous les matins, voilà, pour essayer d'être fier de ce que j'y vois. Je crois que si j'avais, allez, une question que vous auriez pu me poser, je vous aurais fait une réponse suivante, c'est: est-ce que vous avez le sentiment d'en faire assez? Évidemment, comme tous les gendarmes, jamais, non. Et c'est pour ça que c'est l'objectif, c'est d'en faire toujours plus, d'être toujours plus efficace. Et moi, mon boulot, c'est que mes équipes soient à la fois le plus efficaces pour les policiers et les gendarmes dans l'exercice de leur mission, mais également d'être le plus efficace possible au service de nos concitoyens pour qu'ils aient les systèmes les plus fluides, les plus simples, les plus efficaces possibles, parce que c'est ce qui est notre ADN, c'est de servir. Puis en plus, le numérique vous permet justement d'en faire plus et l'IA vous permettra d'en faire plus. Merci Marc Baugé, merci Général pour cette Merci à vous. interview. Je vous inviterai à venir nous revoir pour revoir un petit peu peut-être le bilan dans un an. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous. Et nous on se donne rendez-vous pour un prochain grand thème, c'est le monde informatique.